effrayé. Que ce soit des araignées ou de l'obscurité, des petits espaces clos ou des grandes foules, de la solitude ou de l'échec, la peur fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est une réponse émotionnelle et physiologique qui nous protège et qui permet à notre corps de réagir rapidement face à un danger. Mais la peur peut aussi devenir irrationnelle et plutôt que de nous mettre en mouvement, elle peut devenir paralysante. Alors pourquoi aime-t-on autant les films d'horreur, les montagnes russes, les sports extrêmes, la survie en forêt et toutes les autres activités à haute teneur en sensations fortes? C'est peut-être parce qu'elles nous permettent de conjurer nos peurs et de les transformer en moteurs, comme un vent qui nous pousse dans le dos. Moi, quand je pense à la peur, je vois un petit enfant terrorisé qui refuse d'aller voir sous son lit de peur d'y trouver un monstre. Cet enfant-là, on l'a tous et toutes en nous, et parfois, il suffit de lui dire « fais ce qui t'effraie et la peur disparaîtra ». Bon, je sais que c'est facile à dire, mais je suis convaincue qu'avec un peu de patience, d'amour et de courage, on peut accomplir de grandes choses. Entre-temps, on va continuer de se déguiser en monstres à l'Halloween, de se raconter des légendes effrayantes autour du feu et de se faire des frousses pour s'aider à se débarrasser d'un vilain hoquette. Aujourd'hui, j'invite vos peurs à aller se promener et vous, je vous invite chaleureusement à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai pas eu une enfance super stable, fait que c'est quand même vague mes souvenirs d'enfance. Ce que je me rappelle, c'est que j'aimais beaucoup les films d'horreur. Je sais que quand j'étais jeune, ma mère, zéro, là, le maquillage, je connaissais même pas le mascara, là. Mais elle avait une amie qui avait beaucoup de maquillage, puis quand j'allais chez eux, j'avais l'air d'un clown quand je finissais. Puis, tu sais, je sais qu'à l'adolescence, tu sais, j'aimais ça encore, mais tu sais, je me maquillais pas à l'école, mais je pense que c'est juste un jour de fil en aiguille, je me suis dirigée vers ça. Comme ça, c'est la vie qui m'a amenée là. Les gens trouvaient ça beau. Ils sont mis à me demander « Ah, tiens, tu me maquiller pour telle occasion, », puis c'est comme ça que ça a parti. Moi, je suis Jacinthe Hélary, artiste maquilleuse. Je fais aussi des ongles, mais je me spécialise surtout dans les maquillages effrayants. Un des premiers costumes d'Halloween que je me souviens, j'ai malheureusement pas trouvé de photos, mais ma mère, je me rappelle, on avait été chez Bouclair, elle avait acheté un patron, elle avait acheté le tissu, puis elle m'a fait un costume de léopard. Toute poilue, là, j'avais tout mon costume avec mes petites oreilles, j'étais pas mal fière. Tout droit sorti des années 80, en plus, c'était quelque chose. J'ai vraiment fait toutes sortes de personnages. La gorgone, j'ai déjà fait des vampires, fait beaucoup des vikings aussi, les zombies. Ma première passion, c'est faire des zombies. Un de mes costumes d'Halloween préférés, c'est quand j'ai fait mon Venom, mon masque de Venom. J'étais vraiment fière du résultat que ça a donné. Typiquement, les maquillages Halloween, je réserve entre 1 heure et 1h30 pour les effectuer. Donc, plus que de détails, plus c'est long à faire. La peau arrachée, un œil arraché, la mâchoire. J'ai déjà passé des 5-6 heures facilement sur des maquillages, là, et plus. Pourquoi j'ai plein de costumes ici, c'est que pendant la pandémie, moi j'ai une amie qui travaille le cuir, elle fait des costumes. Puis pendant la pandémie, on n'avait rien à faire, on pouvait pas travailler. Puis on s'est mis à offrir des séances photos thématiques, donc costumées en viking, en ange, en vampire, en tout ce que l'imagination peut nous proposer en fait. Souvent, en cinéma, il va y avoir des prothèses qui sont utilisées ou du silicone, des choses comme ça, du latex, mais en mousse, qu'on appelle du foam latex. Là. Moi, je vais y aller plus avec du latex liquide, du papier mouchoir, carrément, des trucs qui sont faciles d'accès à monsieur, madame, tout le monde. Je suis capable de faire beaucoup de choses avec les moyens du bord, je te dirais. Je suis dans Port-Neuf à Pont-Rouge, mais pour le maquillage, je me déplace. Ici, j'arrive quand même à pratiquer mon métier puis à avoir assez de contrats tout au long de l'année, là, puis continuer à faire ce que j'aime surtout. J'ai un garçon qui va avoir 13 ans prochainement. J'y ai souvent demandé d'être mon modèle, j'y ai souvent demandé qu'est-ce qu'il voulait comme maquillage à l'Halloween, puis souvent, ben, tu sais, ses costumes, il va être un gars de l'armée, fait que ça implique pas vraiment de maquillage. Il profite pas du fait que sa mère soit maquilleuse, ben non.
Si mon gars il se fait mal puis ça saigne, là, je vais filer mal. Le faux sang à 100 000 $, pas de problème. Mais les blessures en vrai, non, ça va être beau. Assis, Roquette. Non, je te prends pas. Assis. Titana, viens ici. On essaie sur l'autre bord? Viens ici. Souvent, à l'Halloween, je travaille, fait que non, je suis pas motivée à la fin de la journée de me déguiser, puis je suis beaucoup trop fatiguée. Mais souvent, ce que je fais, ce que j'ai commencé à faire, au début novembre, je fais un gros party d'Halloween ici. C'est là que je me donne sur moi-même. Je suis comme pas capable de faire les choses à moitié, tu sais, fait qu'il faut que je décore la maison en entier, puis il faut que la bouffe soit thématique, fait que ça me donne de l'ouvrage. Sur ma pierre tombale, ben, on pourrait sûrement écrire « I'll be back ». Je vais revenir vous hanter. Moi, je crois au karma. Tu sais, ce que tu fais dans la vie, ce que tu donnes, ça a tendance à te revenir. Ma plus grande peur dans la vie, ça serait vraiment de perdre ceux que j'aime, les gens qui m'entourent, les gens à qui je tiens. Quand j'étais tout jeune, encore à la maternelle, je me faisais garder par ma grand-mère. Puis je me rappelle que je lui demandais, quand je faisais mes siestes l'après-midi, de me raconter des histoires avec des sorcières qui mangeaient des petits-enfants pour m'aider à m'endormir. Donc c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur, qui m'a perturbé. L'horreur m'intéressait dès un tout jeune âge. Je viens de Saint-Alphonse de Caplan, en Gaspésie. C'est un petit village de la baie des Chaleurs. Je me suis souvent rendue au petit cimetière de mon village. Juste d'un point de vue historique, ça m'intéressait de voir d'où les gens venaient. Puis le corps humain en soi, l'anatomie, c'est tout le temps quelque chose qui m'intéressait. C'était surtout après avoir écouté la série 6 pieds sous terre, 6 Feet Under, que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un métier où je pouvais être amené à travailler à la fois avec le corps humain, puis à me trouver dans cet environnement-là des cimetières. Je m'appelle Maxime Cyr-Labrec, je viens de Saint-Alphonse de Caplan en Gaspésie, puis j'étudie à Saint-Augustin-de-Desmaures en technique de thanatologie. Le campus Notre-Dame-de-Foix, c'est un collège privé qui se situe en fait dans la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est Desmaures, D-E-S-M-A-U-R-E-S, mais quand on le dit, ça sonne vraiment comme mort. Là. Donc, c'est effectivement une drôle de coïncidence que le décan thanatologie se donne là-bas. La thanatologie, ça vient littéralement de deux mots grecs, là, donc de thanos qui signifie mort, puis de logie qui est étude, science. Donc l'anatologie, c'est l'étude de la mort. Concrètement, en fait, le métier de thanatologue lui-même, c'est la personne qui va travailler dans une maison funéraire, que ce soit aller récupérer la dépouille, la rapporter au salon funéraire, ensuite rencontrer la famille du défunt, diriger les rites funéraires, puis également procéder à l'embaumement ou à la crémation selon le choix de la famille. On a des cours de psychologie pour être nous-mêmes en mesure de nous protéger lorsqu'on interagit avec des familles endeuillées parce que ça peut être lourd sur le moral là, à la longue pour être en mesure d'aider le mieux possible ces personnes-là puis de les accompagner dans leur processus de deuil. L'Halloween a toujours été ma fête préférée. Je servais souvent de cobaye à une de mes amies qui aimait énormément faire du maquillage. Puis ben, en étant cobaye, nécessairement, t'as pas toujours les maquillages les plus réussis. Là. Donc encore ça, je revenais souvent à la maison après être allée chez cette amie-là. J'étais peurant, mais pas pour les bonnes raisons. Là. Donc, c'est jamais trop évident. Si j'étais une citrouille, une carotte, un Pokémon ou un chien, là, ben franchement... Une des pires journées de ma vie que j'ai vécues, j'avais un rendez-vous chez le dentiste le matin, j'aime pas le dentiste. Mon père m'avait envoyé un message texte me disant de venir rapidement à l'hôpital parce que ma grand-mère était là, puis était vers la fin. Donc moi j'ai pris la voiture pour me diriger vers l'hôpital après mon rendez-vous chez le dentiste. Finalement, en me rendant vers l'hôpital, à un moment donné, il faisait noir, c'était l'hiver, je voyais pas très bien. Je vois une grosse forme passer en plein milieu du chemin. Puis j'ai absolument rien le temps de faire, j'ai pas le temps de freiner. De toute façon, il y a des voitures derrière moi, il y a des voitures qui s'en viennent en sens inverse. Je frappe la grosse forme que je voyais. Moi, j'étais convaincu à ce moment-là que c'était un loup. Je vais apprendre le lendemain que finalement, c'était un chien que j'ai happé puis que j'ai malheureusement tué avec la voiture de ma mère.
Je me suis quand même rendu à l'hôpital après avoir frappé le chien. J'ai même pas arrêté sur le bord du chemin. J'étais traumatisé en fait d'avoir frappé quelque chose. J'arrive à l'hôpital, je demande à un employé que je croise, pouvez-vous m'indiquer la chambre de Madame Liliane, qui était ma grand-mère. Puis la dame elle me répond mes condoléances. Donc, j'apprends par le fait même, après avoir frappé le chien, brisé la voiture, que ma grand-mère venait de décéder. Mais en fait, la femme, elle savait pas que j'étais pas au courant encore. Donc, je me rends vers la chambre, puis toute ma famille était là, en train de pleurer. Ma grand-mère qui était sur le lit encore. Là. Donc, c'était une grosse journée éprouvante, mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler. C'est pas ma journée préférée, mais aujourd'hui, ça me fait sourire que ça m'est arrivé. Un proverbe que j'aime bien, en fait, ça vient d'un livre de Michael Cunningham qui s'appelle « Les heures ». Quelqu'un doit mourir pour que les autres qui restent donnent plus de valeur à la vie. Souvent, quand on est confronté à la mort, on se dit pourquoi les gens doivent mourir. Puis la seule explication que moi j'y vois, c'est peut-être pas nécessairement la bonne, celle qui convient à tous, mais le fait qu'on meurt, ça permet à ceux qui restent ici, qui restent derrière nous, d'apprécier d'autant plus la vie. Les préjugés qu'on entend souvent par rapport au milieu funéraire en général, par rapport au métier d'embaumeur, par rapport à la mort, je pense que ça vient en grande partie du tabou qui entoure la mort, en l'effaçant de plus en plus du quotidien. Il y a certaines familles qui font de moins en moins de rituels funéraires, qui veulent pas de funérailles, les gens veulent simplement être incinérés puis qu'il n'y ait absolument rien. Mais le fait de moins en moins en parler puis de moins en moins y être exposé, ça entretient le tabou, puis ça entretient ces préjugés-là. Les gens pensent qu'on est bizarre pour vouloir travailler avec les morts. On est des genres de vampires à la peau blanche qui sont dans le laboratoire puis qui sortent jamais de là. Mais quand on prend le temps de parler avec des gens qui travaillent dans le milieu funéraire, on se rend compte que c'est tout le contraire. C'est des gens qui sont emplis d'une grande humanité, qui sont très, très humains. C'est des gens très vivants qui rient énormément. Prenez le temps juste de parler avec les gens du milieu de la mort, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont pleins de vie, en fait. Là. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans la vie? Le micro. Hey, pas qu'il va me sauter dessus. Fait que vous êtes en train de confronter une de vos peurs. Des peurs, des vraies peurs, non. Il y a une espèce de grande falaise, là. Puis j'ai monté cette montagne-là, jusqu'en haut, pas de câble. C'est au-dessus de 300 pieds d'auteur, comme il faut. Puis c'est de la roche pourrite. Pas attaché rien. Non, pas attaché, bien, mais j'ai eu la peur de ma vie, hein, rendu à une place, là, parce que je savais plus où mettre mes mains pour avoir aucun danger, pour pouvoir continuer à monter. Ça, c'est quoi ta plus grande peur dans la vie? Ouais. Est-ce que c'est les homards? On a vu un homard, tantôt, il était terrifié. T'as peur des homards? Est-ce que t'en as déjà mangé? Oui. Non. Est-ce que vous avez des phobies, vous, dans la vie? Non. Non? Est-ce que vous en aviez quand vous étiez plus jeune? Le feu. Le feu? Ouais. Puis comment vous avez fait pour vaincre? C'est parti de ça. Je peux pas dire que c'était une grosse phobie, là, mais quand j'étais petite, j'avais vu un documentaire sur des gens qui avaient passé au feu. Fait que pendant quelques années, j'ai dormi avec la chaise proche de la fenêtre pour être prête à me sauver. Avant, une femme qui connaissait les plantes, qui était instruite par rapport à les plantes médicinales ou ces trucs-là, on avait peur de ces femmes-là. On avait peur de ces femmes-là qui avaient des connaissances sur les plantes parce que souvent, c'était des femmes seules. Ils avaient déjà tué leur mari, tu sais, parce qu'ils savaient qu'est-ce que ça leur prenait pour les tuer. Non, c'est pas vrai. Moi, ça me fait pas peur du tout que les gens pensent que je suis une sorcière. Parce que oui, j'en suis une sorcière. Je suis une sorcière verte. Je suis capable de faire de la magie avec les plantes. C'est de la sorcellerie, là. Donc oui, en fait, je suis une petite sorcière. Mon nom, c'est Isabelle Simard. J'habite au Bas-Saint-Laurent, au Bic plus précisément. Puis on me connaît aussi sous le nom de la cueilleuse indigène.
que j'ai fait mon cours en herboristerie. J'avais des connaissances en plantes beaucoup parce que je suis née la face dentaire, puis dès l'âge de 4 ans, je connaissais déjà toutes les plantes qu'il y avait là, sur notre gazon chez nous. Mes parents, c'est des gens qui sont proches de la nature. Ma mère, mes grands-parents, tout ça, c'était des chasseurs-cueilleurs. Donc, la passion était là dès mon plus jeune âge. Puis moi, quand j'étais jeune, là, ce que je voulais le plus, c'est aller chercher une plante full rare, là, trouver la plante là, que, tu sais, sur le bout d'une montagne là, que personne n'avait vue, qui pouvait soigner toutes les maladies. Tu sais, on écoute des émissions quand on est enfant, là, donc... On est dans mon petit garage. En fait, c'est mon petit cabanon dans le fond de ma cour, OK? Avant, c'était plein d'outils ici, puis mon conjoint, ben il travaille à l'extérieur, puis il n'a pas le temps de gosser dans ses outils. Donc, le garage était juste habité par des choses, tu sais. J'ai décidé de tout sortir les outils qu'il y avait ici, 4 roues, tondeuse, souffleuse, envoyez donc. Puis là, j'ai dit, je me fais un petit camp à moi. Fait que là, je me suis installée en bric-à-brac. J'ai mis toutes mes choses que j'aime, mes petites potions, mes petites plantes séchées. C'est tout plein de trucs Alibaba, il y en a partout. Les gens trouvent ça le fun parce qu'ils n'ont pas assez d'yeux pour voir toute la première fois. Des fois, je viens puis je me mets dans un genre de transe, de mélange, puis là, je commence à créer des tisanes ou des épices, là, puis là, un petit peu de ci, un petit peu de ça, tu sais, un peu abracadabra. Je pense pas que tout le monde a ça chez eux, des glandes de castor. Le castorium, là, c'est quelque chose qui est utilisé dans les crèmes glacées. Ça sent la vanille. Puis ils font de la vanille synthétique avec ça, mais vu que c'est un produit naturel, ils peuvent mettre sur le paquet que c'est un arôme naturel de vanille. Mais en fait, c'est des glandes de castor. J'en rajoute là, dans mes mélanges d'encens. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y en a pas dans mes épices nulle part, puis il n'y a pas personne qui en a déjà mangé, là. Je suis comptable de formation, donc j'ai travaillé dans la comptabilité longtemps. Puis, ben, j'ai une grosse famille, hein? J'ai 4 enfants, donc c'est demandant aussi beaucoup à la maison. Puis, j'ai pété aux frettes un moment donné, j'ai fait un burn-out, tu sais, je veux dire, ça arrive, hein? La façon que j'ai trouvé de reprendre sur moi, c'était vraiment d'aller en nature puis d'être vraiment la vraie personne qui j'étais, tu sais, pas la femme de quelqu'un, pas l'employée de quelqu'un, pas la mère de quelqu'un, mais la Isabelle de l'intérieur. C'est mon petit lieu où je peux être tranquille. Les produits sauvages, c'est pas quelque chose qu'on plante, hein? C'est pas quelque chose qu'on sème, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, depuis quelques années, il y a des entreprises qui prônent manger le Saint-Laurent ou manger de cueillette des trucs sauvages, mais ça détruit beaucoup nos écosystèmes, tu sais, cet engouement-là de vouloir tout le monde avoir de la salicorne dans son assiette ou des petits pois de mer, tu sais. Puis quand on est rendu à vendre des produits partout comme ça, c'est sûr que c'est plus une cueillette qui est éco-responsable. Moi, c'est pas la vente de produits qui m'intéresse, c'est de rendre les gens autonomes, qu'ils soient capables d'aller, eux, dans leur petit spot à eux autres, de l'entretenir, de cueillir leurs propres plantes, puis de manger ça eux-mêmes. Comme ça, ils vont voir que, finalement, il n'y en a pas autant. Il n'y a pas des champs à perte de vue de salicorne, il n'y a pas des champs à perte de vue de mérique baumier ou de thé du Labrador. Là. Je veux dire, il faut faire attention à ces belles plantes-là. On est riche de toutes ces plantes-là ici. Là. Donc, moi, ce que je fais à chaque année, je pars avec 2 de mes amis. On va ressemer la salicorne qui est sur le bord du Bas-Saint-Laurent. On ramasse les petites graines qui restent, puis on les éparpille là, tout le long des berges pour être certain que l'année prochaine, ça va repousser. Faire une cueillette qui est éco-responsable, là, tout le monde va en bénéficier plus tard, puis vous allez être fiers de vous si vous faites ça comme ça. Moi, ce que j'aimerais à mes funérailles, c'est que les gens repartent avec des sacs de graines à planter partout. Puis que là, ben, je puisse revivre au travers de toutes ces graines-là. Moi, c'est les personnes qui me sont chères, c'est la forêt qui les plante, les choses qui sont vivantes. Qu'est-ce qui m'effraie dans la vie? C'est les gens qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance que la nature a autour de nous. À un moment donné, il va falloir revenir aussi à nos origines, puis c'est ça qui nous donne notre oxygène, c'est ça qui protège la faune. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça soit comme dans les films qu'on voit des fois du futur où il n'y a plus d'arbres, rien, puis que c'est tout brûlé, genre, là. Ah, ça, c'est ma grosse peur.